Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes accueillis ici à l'Académie du Climat pour cette table ronde qui est organisée en partenariat avec deux médias, Reporter d'une part et Socialterre, qui est représenté ce soir par Victor Raden, qui a rédigé un reportage dont elle va vous parler tout à l'heure. Nous allons évoquer les enjeux et les ravages de l'extraction minière en général et en ce qui concerne une crise qui est plus actuelle, qui est celle des minéraux critiques. La transition écologique nécessite d'importantes quantités de matières premières critiques, mais leur offre est géographiquement concentrée. Par exemple en RDC pour l'extraction du cobalt, au Chili pour le cuivre ou en Australie pour le lithium. Et les grandes entreprises extractives sont principalement contrôlées par des acteurs extérieurs à l'Union européenne. Cette dépendance vis-à-vis des importations expose l'UE à des risques géopolitiques assez forts. Et selon l'OCDE, plus de 70% des mesures de restriction aux exportations portent sur les matières premières critiques. Ces matières premières sont minérales et comprennent les 17 terres rares, le lithium, le nickel, le cuivre et le cobalt. Elles entrent dans la composition des produits électriques et électroniques, nos écrans et la mobilité électrique, et dans les infrastructures. Les technologies indispensables à la transition énergétique, telles que les éoliennes, les batteries et les réseaux électriques, en requièrent de très grandes quantités. Elles sont qualifiées de critiques en raison de leur importance économique et des risques pesant sur l'approvisionnement. Et si la concentration géographique des ressources est bien documentée, celle de la détention du capital des entreprises extractives l'est moins. Or, l'analyse menée par la Banque de France suggère que des entités implantées dans de grandes économies concurrentes de l'UE en détiennent les capitaux. Les productions de nickel, de cuivre et de cobalt sont concentrées entre les mains d'investisseurs extra-européens, notamment américains, australiens, britanniques et chinois, et plus de la moitié du capital des entreprises extractives de terres rares et de lithium est détenu par des investisseurs non européens. Le cuivre, indispensable au déploiement des réseaux électriques, se distingue par une production et des réserves peu concentrées, une dépendance de l'UE aux importations relativement faible, mais une criticité géologique forte. Le cobalt, nécessaire aux batteries, conjugue une production fortement concentrée, une forte dépendance de l'UE aux importations et une criticité géologique élevée. En revanche, si la production de lithium indispensable pour les batteries et de terres rares nécessaires pour les éoliennes est concentrée et l'UE fortement dépendante de ces importations, la criticité géologique est faible. Donc on s'aperçoit que les situations d'un métal à l'autre sont assez différentes. À l'intersection entre les droits de l'homme et l'extractivisme minier, il y a les risques significatifs pour les communautés locales et l'environnement. Un des risques les plus évidents est la dégradation environnementale associée à cet extractivisme, bien sûr. L'exploitation effrénée des ressources minérales conduit trop souvent à la pollution de l'eau, à la destruction des écosystèmes et à la perte de biodiversité, en opposition complète avec les droits humains édictés par l'Assemblée générale des Nations unies. Soulignons aussi l'impact disproportionné de l'extractivisme minier sur les communautés autochtones, en première ligne des opérations minières qui voient leur droit à la terre, à l'autodétermination et à la préservation de leur identité culturelle menacée, voire franchement bafouée. La protection des droits de l'homme dans le contexte de l'extractivisme minier n'est pas assurée. Les entreprises multinationales, dans leur quête de profit, opèrent sans tenir compte des conséquences sociales et environnementales de leurs actions, d'où la nécessité pressante d'établir des lois contraignantes et des normes plus strictes de transparence et de reddition de comptes pour garantir que les entreprises respectent les droits de l'homme et de la nature à toutes les étapes de leurs opérations. Pour en parler, je laisse à Karine le soin de vous présenter nos invités. Oui, alors pour parler de tout cela, nous avons Michel Leclerc-Olive qui est sociologue et chargé de recherche au CNRS. Nous avons ensuite Victoire Raden, donc, qui est journaliste et qui a mené une enquête en Roumanie sur les déchets miniers, donc journaliste pour Socialterre, entre autres, et cette enquête est parue donc dans ce magazine. Et ensuite, nous avons Isaline Jean-Jacques, qui est chef de projet sobriété matière
auprès de France Nature Environnement. Voilà. Et là, va arriver dans quelques minutes Philippe Biwix, qui est ingénieur et qui est le co-auteur d'une BD, Ressources, un défi pour l'humanité. Et nous devons excuser la 5e intervenante, Olivia Lazare, chercheuse en géopolitique du climat, qui a eu un imprévu de dernière minute. Pour démarrer, nous allons donner la parole à Victoire pour nous parler un peu de son enquête. Comme ça, on sera tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, comment ça s'est passé, cette enquête en Roumanie sur les déchets d'une mine, enfin, ce que vous pouvez nous raconter. Alors bonjour à tous, je me suis rendue en Roumanie en avril avec une photojournaliste qui s'appelle Pauline Goer et on a voulu, plus qu'une enquête d'ailleurs, c'était plutôt un reportage, se rendre dans le village de Geamana dans les Carpates en Roumanie, donc le nord-ouest, pour voir en fait les conséquences de l'extraction de cuivre dans la région. Et en fait, Geamana, c'est un village où on ne voit que le clocher dépassé, puisque c'est un village qui a été englouti par tous les déchets miniers de l'extraction d'un tiers des gisements sur place. Il reste encore quelques habitants qui subissent énormément de conséquences dévastatrices sur leur santé, notamment des maladies respiratoires, l'incapacité d'utiliser les ressources, ce qui est un lac, on ne peut pas vraiment appeler ça un lac, c'est vraiment un engloutissement en fait, d'un village. Et en fait, dans ce village, donc, ça a été, tout a commencé dans les années 80, c'était sous la dictature de Nicolae Ceausescu, qui voulait faire rayonner en fait, la Roumanie en extrayant en fait, le cuivre pour l'exporter. Et en fait, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est l'acheminement de tous ces déchets. Et eu énormément, et je ne sais plus combien de tonnes, je ne me le suis pas noté, mais en fait, des kilomètres de tuyaux qui ont acheminé une espèce de mixture de boue, de résidus, produits chimiques et de roches qui ont littéralement englouti les surfaces agricoles et les maisons. Donc 80% des familles ont été expropriées sur à peu près 15 ans. Et la mine est encore en exploitation aujourd'hui. Et voilà. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez vu concrètement, quels sont les impacts sur le paysage ? Alors concrètement, on dirait un lac de très loin, c'est un peu problématique, mais c'est joli en fait. Quand on se rapproche, on voit tout de suite qu'en fait c'est pas du tout de l'eau, mais c'est de l'eau mélangée à de la chaux, de la boue, de la roche, des produits chimiques. On voit même parfois des résidus bleus et roses. Enfin, à y se pencher de plus près, c'est quand même un peu plus désastreux. Et en fait, les personnes qui continuent à résider dans cet espace, c'est juste les personnes qui avaient des maisons en hauteur du village. Et en fait, très concrètement, c'est une surface d'eau où on voit seulement le clocher d'une église qui était l'église du village dépasser. Et il ne reste plus que ça en fait. Et les seuls derniers habitants qui restent, c'est ceux qui ont voulu résister, qui n'ont pas accepté les chèques qui ont été proposés par l'industrie minière, qui était en subordination avec le ministère de l'économie à l'époque, et qui est maintenant une entreprise canadienne privée. Vous avez recueilli le témoignage de ces habitants. Qu'est-ce qu'ils racontent ? D'une, parce qu'il en reste peut-être 5. Et on est tombé, sur Parashiva, qui en fait est née dans la maison où elle habite. Donc pour elle, c'était un déchirement total de devoir partir. C'était pas possible en fait. Donc elle est restée. Son époux a une maladie respiratoire. Ils n'arrivent pas vraiment à savoir si c'est dû à la proximité avec la pollution. Ça paraît évident, mais il n'y a pas du tout eu de recherche en ce sens. Elle continue d'élever ses vaches, de vivre dans cette maison auquel elle est beaucoup trop attachée pour partir. Mais c'est un déchirement parce qu'elle sait, en fait, la boue commence à s'infiltrer en fait, dans son jardin et elle sait que d'ici 2 ans, elle va devoir, pour le coup, partir. Et quelles sont les politiques actuelles autour de cela ? Est-ce que c'est pris en compte ou pas ? Alors non, là pour le coup ça a commencé dans les années 80, donc c'est même plus un sujet en fait pour l'État. Toutes les personnes qui n'ont pas voulu partir, disons que c'est un petit peu considéré comme étant leur problème, et toutes les autres familles ont été expropriées pour s'installer
à Alba Iulia, qui est la ville, en fait, l'une des plus grandes villes à 20 km de Jeamana. Voilà. Mais elles ont perdu en fait en conditions de vie parce que elles avaient une maison dans le village de Jeamana, qui est un village hyper verdoyant au milieu des Carpates. Et maintenant, ils habitent quasiment tous en résidence HLM, l'équivalent des HLM en Roumanie. Donc, ils ont aussi perdu en conditions et en qualité de vie. Et des paysans expropriés aussi, qui ont dû modifier complètement leur vie. Donc, oui, tout à fait. En fait, ce qui donne un petit peu d'espoir dans cette zone en Roumanie, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de scandales sanitaires qui sont dus à l'extraction minière dans cette région. Mais à quelques kilomètres de Jeamana, il y a un village qui s'appelle Rosia Montana, où une vingtaine d'habitants luttent depuis 20 ans contre l'ouverture d'une exploitation d'or. C'est une entreprise privée canadienne, s'il me semble bien. Et là, en fait, les mines d'or ont été classées en 2021 au patrimoine de l'UNESCO, après une longue bataille de la part des habitants, ce qui a complètement entériné le projet. Et là, l'entreprise en question canadienne vient de perdre un procès d'arbitrage contre le gouvernement roumain, parce qu'elle réclamait en fait des milliards d'euros de compensation budgétaire. Mais là aussi, ils se sont retirés. Donc c'est une vraie victoire pour les habitants. Il n'y aura pas d'exploitation des mines d'or dans la région. Donc ça marche aussi parfois. Le village de Jeamana a été sacrifié, mais pas celui de Rosia Montana. Très bien, merci. Peut-être que vous pouvez passer le micro à Isabelle. Oui, peut-être qu'on peut donner la parole à Michel Leclerc-Olive, qui elle, était plutôt en Afrique et en Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Je crois qu'en Afrique, vous avez aussi vu des déplacements de population. Donc, Mali? Oui, j'ai vu. Alors, alors, au Mali, c'est dans la région le sud-ouest du Mali. En Amérique latine, c'est plutôt au Pérou, Bolivie et Équateur. Mais en Afrique, le petit problème, c'est que je suis plus ou moins spécialiste de l'extraction de l'or, et l'or ne sert quasiment pas à l'industrie, mais il fait autant de dégâts que tout autre minerai, évidemment. Le village, dont je ne retrouve pas le nom malheureusement, la mine, pour des raisons techniques, avait besoin de s'installer à proximité d'un village, et donc elle a déplacé la moitié du village, pas le village entier, la moitié pour que ça lui coûte moins cher. Et donc ce qui reste d'habitations qui sont occupées par les villageois sont traversées en permanence. Ah bon, vous m'entendez pas? Si. Ah, ok. Alors, je disais oui, les habitants qui restent dans cette partie du village qui n'a pas été déplacée ont comme nuisance permanente les camions, parce que les pistes passent en permanence pour décharger, pour charger, etc., passent en permanence au ras des maisons. Alors je ne dis pas qu'il faut déplacer le village, mais on aurait pu déplacer tous les habitants. Et le chef de village, ceci dit, se plaint des conditions dans lesquelles ils ont été relogés, parce qu'évidemment, ça ne se passe pas extraordinairement bien, tout est fissuré. Voilà, il faudrait voir des images, évidemment, mais voilà, c'est des déplacements qui ne se font pas. Alors, je ne sais pas de quoi vivent les gens quand ils sont déplacés à la ville, mais là, les gens ont gardé leur terre de culture, mais il faut qu'ils fassent des kilomètres pour se déplacer. Une autre multinationale canadienne aussi, mais il y a beaucoup de multinationales qui sont canadiennes parce que la juridiction canadienne facilite l'inscription des entreprises au Canada. Ce n'est pas pour autant que les actionnaires soient canadiens. Les actionnaires sont principalement BlackRock et Vanguard. C'est des Américains, et quand ils ne peuvent pas s'installer
en Amérique latine, parce que les gens protestent, ils vont s'installer en Afrique de l'Ouest, où les gens protestent moins. Bon. Je parlais de B2Gold, donc une compagnie qui est matriculée au Canada, qui s'est installée à proximité d'un village et qui a exigé le déplacement du village avec les autorités locales. Je ne sais pas comment ça s'est passé en Roumanie, mais au Mali, pour l'essentiel, préfets, gouverneurs accompagnent les multinationales et sont donc opposés de fait aux villageois qui espèrent que avoir des compensations correctes. Et l'une des compensations, c'est l'emploi des jeunes. Alors, l'emploi des jeunes, c'est très bien sur le papier, mais en fait, alors j'ai plein de choses à raconter là-dessus. Je suis parti sur les questions écologiques et de déplacement, et voilà. On a déplacé le village de Fadougou et on leur a demandé de déplacer le cimetière. Le chef de village déplacer un cimetière, c'était quand même un peu gros. Donc ils ont fait venir les imams de Bamako et les imams ont dit c'est dans le Coran, on peut déplacer le cimetière. Bon, ils ont accepté qu'on déplace le cimetière. Alors, ce que j'étais en train de dire... On va peut-être y revenir aussi un peu tout à l'heure. On va essayer de faire circuler un petit peu aussi la parole. Donc là, on a donné un peu un tableau de ce que pouvait être l'impact d'une mine à travers deux exemples concrets, l'exemple de la Roumanie, l'exemple du Mali. On va revenir un peu sur la question. C'est-à-dire que notre dépendance aux métaux, donc, qui est importante à cause de la transition énergétique, on les utilise dans les panneaux solaires, dans les éoliennes, la transition, enfin aussi bien sûr le numérique. Et ces métaux, je vais demander à Philippe Biwix, donc où est-ce qu'on les trouve, ces métaux? Comment sont-ils répartis sur Terre? Et est-ce qu'ils sont facilement accessibles? Est-ce qu'il faut creuser beaucoup? Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire tout cela? Ouais, bonsoir. Désolé pour mon retard, mais c'était un retard prévu. C'était annoncé. D'accord. Alors, pardon, je suis un peu parachuté. Donc, vous n'avez pas encore défini ce que c'était les métaux critiques ou pas? Si, un peu. Parce que moi j'ai une vision un tout petit peu différente de ça. C'est-à-dire que les énergies renouvelables et la question de la mobilité électrique, parce que c'est ça un peu les deux grands sujets, plus un peu le numérique, c'est la cerise sur le gâteau, en fait, de l'extraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de numériser le monde, il n'y a pas besoin de faire la transition énergétique, la manière dont on est en train d'essayer de la faire. Il n'y a pas besoin de ça pour qu'il y ait une croissance exponentielle quelque part de l'extraction. Je vais prendre un métal un peu emblématique qui est le nickel, dont on a pas mal entendu parler parce que c'est un des métaux des batteries, en particulier, enfin d'une sorte de batterie, et notamment de voitures, donc qui sont on appelle les batteries NMC pour les amateurs, donc nickel, manganèse, cobalt. Il y a aussi des batteries sans cobalt, il y a aussi des batteries sans nickel. Bon, là, donc ça fait beaucoup parler. Il y avait eu des questions des besoins qui avaient été provoqués par les premières gigafactories il y a quelques années. Le nickel, ça a à peu près triplé en 25 ans, l'extraction de nickel. Aujourd'hui, la production de l'Indonésie seule, c'était la production mondiale quand j'ai commencé à m'intéresser à la question des métaux il y a 20 ans. Quoi. Donc, et quand on regarde, c'est pas les métaux des batteries, c'est pas le sulfate de nickel qu'on utilise dans les batteries qui a fait exploser la demande. En fait, c'est le métal, c'est l'acier inox, tout simplement. Donc, l'acier inox, c'est quoi? Ça sert dans des laiteries. Voilà, donc c'est l'industrialisation de l'agriculture. Ça sert dans l'industrie chimique. Donc c'est l'industrialisation tout court. Ça sert dans la serrurerie, dans les chaises, là, tout ça. Donc c'est l'urbanisation d'abord du monde, le développement et l'industrialisation du monde qui tire les besoins de tous les métaux. Et après, il y a un petit truc qui se rajoute à ça, c'est effectivement la numérisation du monde. Et puis maintenant arrivent les questions de transition. Et il n'y a pas forcément tous les métaux bizarres partout non plus.
Dans les panneaux solaires, en fait, en vrai, c'est quand même surtout du silicium, de l'aluminium ou de l'acier pour les cadres, et puis il y a un petit peu d'argent et un peu de cuivre pour les contacteurs électriques. Voilà. Mais c'est pas... Voilà, donc attention, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion, en fait, dans ce monde-là. C'est bien de lancer des alertes là-dessus. Hein. La question des matières premières, elle a été invisibilisée à partir des années 80, hein, à cause de la chute de l'URSS, à cause de plein de choses comme ça. Donc 80-90, on n'en parle pas trop. Puis à partir des années 2000, quand la Chine, l'Inde, les dragons asiatiques, le Brésil, etc., se mettent à se développer très fort, bah là, ça fait à nouveau monter très fort les matières premières. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a redécouvert en fait, cette question minérale, mais qui existait avant la transition. Quoi. Voilà. Bon. Alors, virgule. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire qu'il y a deux types de ressources. Il y a des ressources qui sont trois types, peut-être. Il y a les grands métaux industriels, comme le fer, comme l'aluminium. On pourrait dire qu'on en trouve partout. On a eu des mines de fer en Lorraine qu'on a fini par fermer en France. Parce que, en fait, c'est plus facile d'aller chercher aujourd'hui en Guinée, au Brésil, en Australie, avec voilà, des qualités, des puretés de minerais qui fait que c'est mieux et que ça paye le transport, on va dire ça comme ça. Pareil pour la bauxite. Bauxite, ça vient de Beau-de-Provence, là, donc le minerai d'aluminium, ça venait. Le nom, je veux dire, vient de Beau-de-Provence. Aujourd'hui, bah, c'est au Venezuela, au Brésil, etc. Après, il y a des métaux, les grands métaux comme le cuivre, le nickel, etc. Bon, là, ça commence à devenir plus inégalement réparti. Pour faire très très simple, en fait, c'est souvent des minéralisations, comme l'or, comme l'argent, qui viennent en fait de processus géologiques liés à la formation des montagnes, liés à la tectonique des plaques. Donc, il y en a partout où il y a des montagnes, quoi, pour faire très simple. Donc, la cordillère des Andes, donc Amérique du Sud, Chili, Bolivie, Pérou... les montagnes rocheuses aux États-Unis, en Chine, il y a pas mal de trucs aussi, en Australie. Voilà. Et il y en a moins chez nous, il y en a moins en Europe, pour une raison assez simple. Enfin, il y a deux raisons assez simples. La première, c'est qu'on a exploité avant, donc du coup, bah, voilà, la Gaule, ça a été un grand pays minier, l'Espagne, ça a été un grand pays minier, Carthage et Rome se sont battus d'ailleurs à cause de ce grand pays minier, qui produisait de l'or, de l'argent, du cuivre. Rio Tinto, une des grandes multinationales, ça vient encore de Rio Tinto, le fleuve rouge, qui est toujours rouge d'ailleurs à cause des résidus miniers. Donc voilà, mais il y en a quand même... Enfin, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que en Europe, du coup, on a peut-être une densité de population typiquement, et puis aujourd'hui un développement qui fait on ouvre moins facilement des mines qu'au fin fond de la Mongolie. Donc voilà. Et puis après, il y a des métaux très bizarres qui sont très, 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 très inégalement répartis potentiellement. Par exemple, le platine ou les platinoïdes, donc ça sert dans la chimie comme catalyse. Par exemple, ça sert à fabriquer les engrais. Typiquement, il n'y en a que en Russie et en Afrique du Sud, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça. Et après, il y a plein de petits métaux. Donc les fameux petits métaux du numérique, qu'on recycle très mal, sont plutôt des des sous-métaux des grands métaux. Voilà, il n'y a pas de mine d'indium, par exemple, qui sert dans les écrans plats. Ça sert à faire des couches transparentes et conductrices, donc ça détecte le doigt quand pas les écrans plats, les écrans tactiles. Il n'y a pas de mine d'indium, c'est des mines de plomb-zinc, donc c'est le plomb et le zinc, donc c'est des grands métaux qu'on extrait aujourd'hui plutôt pour faire de la galvanisation des châssis de voitures ou des garde-corps et puis des batteries de voitures thermiques pour le plomb. On a appris à extraire et à utiliser l'indium qui était avant finalement une impureté dont on ne s'occupait pas, qu'on laissait. Et donc à ce moment-là, les petits métaux, ils se répartissent un petit peu comme les autres métaux, donc un petit peu partout. Puis après, il y a les fameuses terres rares, peut-être sur lesquelles on peut faire un petit focus, qui ne sont pas particulièrement rares. C'est une dénomination qui vient du 19e siècle. Le cérium, qui est la terre rare, la moins rare dans la croûte terrestre, c'est plus abondant que le cuivre ou le nickel, par exemple. Et ça, ça a défrayé beaucoup la chronique dans les années 2010 parce que tout avait fermé sauf en Chine, donc la Chine produisait 95%. Et en fait, aujourd'hui, on voit arriver des mines de terres rares un peu partout dans le monde. Je sais pas, il y a le Groenland,
l'Australie, d'autres choses comme ça, qui sont en fait le résultat des inquiétudes qui ont été provoquées dans les années 2010, en fait, parce que les projets miniers, ça prend entre 10 et 20 ans, typiquement, entre le moment où on se met à réexplorer pour dire est-ce qu'il y a des trucs dans ce coin-là, et puis le temps de mettre en place toute la mine, de dégager les villageois s'il y en a, tout ça, ça peut prendre 10 à 20 ans selon le niveau d'opposition, typiquement, ou de support gouvernemental. Donc, si j'ai bien compris, pour vous, cette question de minéraux critiques, vous n'y adhérez pas totalement, c'est-à-dire que vous pensez que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que, en fait, c'est l'industrialisation de manière générale qui crée cette surexploitation. Alors, donc, juste pour dire, qu'est-ce que ça veut dire critique ? C'est critique pour qui ? Donc c'est critique pour les industries qui les utilisent. Donc la définition de la criticité, elle dépend de chaque pays. En fait, la liste des métaux critiques aux États-Unis n'est pas tout à fait la même que la liste des métaux critiques au niveau de la Commission européenne ou au niveau de la France, et, voilà. Donc, ou au niveau du Japon. Donc, je sais pas, par exemple en France, il va y avoir des métaux critiques. Comme on a fait beaucoup d'aéronautique, les métaux de l'aéronautique seront potentiellement plus critiques pour la France que pour, je sais pas, l'Allemagne peut-être. Je sais pas. Donc après, il y a quand même c'est à peu près commun parce que les États-Unis aussi font de l'aéronautique, les Chinois aussi font de l'aéronautique. Mais voilà, la criticité, c'est juste, ah là là, est-ce que ça va perturber mes chaînes de valeur industrielle si ça vient à manquer ou s'il y a des chaos dans la chaîne d'approvisionnement ou si le prix monte, fait le yo-yo. Les industriels, ils n'aiment pas trop que le prix fasse le yo-yo, quoi. Voilà. Donc voilà, la notion de criticité, elle est intéressante, mais c'est pas lié à la question environnementale, quoi, d'une certaine manière. C'est lié à la question industrielle. C'est ce qui se passe de l'autre côté. Et après, effectivement, si en amont, bien sûr, il y a quand même quelques métaux très emblématiques comme le lithium, où là vraiment, effectivement, les besoins explosent parce que c'était utilisé. Alors, le lithium n'est pas utilisé que dans les batteries. Hein, on a tous du lithium chez soi. Si vous avez une plaque vitro-céramique chez vous, par exemple, voilà, ça sert dans l'industrie du verre, typiquement, depuis très longtemps. Donc, on a inventé les batteries lithium dans les années 80. Ça a servi surtout, ça sert toujours dans tous les petits objets numériques, mais la quantité qu'il en faut dans un téléphone ou dans un ordinateur, quand vous passez à faire des batteries de voiture, là, les besoins vraiment montent beaucoup, quoi. Et donc, du coup, effectivement, les besoins en lithium sont en train d'être décuplés, voire plus. Il y a des études qui amènent à fois 50, fois 60. Et donc là, effectivement, il y a vraiment des mises en production de lithium qui arrivent encore plus vite que pour d'autres métaux. Mais voilà, ça va, au lieu de faire x2 en 25 ans ou en 30 ans, ça fait x2 en 5 ans, ou voire moins. Mais ce sont quand même les mêmes mécanismes. Il y a un autre élément qui est hautement critique, me semble-t-il, c'est les problèmes de dépendance des uns et des autres, c'est-à-dire d'un côté la dépendance des pays qui ont besoin de ces matières, et de l'autre côté la dépendance dans laquelle on met les pays qui, se spécialisant dans la production de ces matières, se retrouvent à être dépendants du point de vue alimentaire et du point de vue de tous leurs biens de consommation, puisqu'ils ne font plus que ça. C'est à moi, du coup, la question. Oui. Oui, alors je ne sais pas si y a autant, si c'est aussi poignant que dans l'agriculture. C'est-à-dire, dans l'agriculture, il y a cette question un peu historique d'ailleurs. Hein, c'est des sujets sur lesquels les économistes discutent et réfléchissent depuis les années 60-70, et de dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont spécialisés, je ne sais pas, dans l'arachide, dans l'huile de palme, des choses comme ça, et puis que du coup, effectivement, ça crée des dépendances ensuite, et quand les prix dans le cacao, je ne sais pas. Je pense que c'est quand même moins vrai avec l'aspect minier, c'est-à-dire que des endroits où vraiment, bien sûr qu'il y a des drames et des aspects locaux très nombreux, bien sûr qu'il y a des endroits où les résidus miniers ou bien le mercure ou le cyanure va empoisonner le réseau hydrologique, etc. Donc ça, c'est une vérité. En mettant par terre l'agriculture en même temps. Du coup, oui, de fait, en mettant en danger d'un point de vue sanitaire les gens, voilà. Mais ça reste quand même des activités finalement assez locales, et je dirais que d'un point de vue vraiment surfacique,
c'est très impactant et localement, et ça peut rejeter des déchets dans les océans, etc. Ce qu'on voit par exemple en Indonésie sur le nickel, ou même d'ailleurs un peu sous une autre forme en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est pas, je pense que ça remplace pas quand même des millions d'hectares de culture, quoi. Donc je sais pas si c'est... ouais, puis il y a des endroits, bon, il n'y a pas grand monde qui habite quand même, donc c'est quand même très très mal. Ça pompe de l'eau qui est en concurrence avec d'autres usages, bien sûr, et il y a des questions de biodiversité, mais quand vous êtes dans les salars andins, pas comme les vestes andins, enfin dans les salars, voilà, pardon, au Chili, en Bolivie, en Argentine. Bon, voilà, c'est un peu c'est comme voilà, c'est des endroits au milieu de nulle part, et voilà, donc ça vient artificialiser, ça vient pomper de l'eau, ça vient modifier les paysages. C'est assez joli, vue d'avion d'ailleurs, il y a un peu toutes les couleurs, parce que c'est des manières de laisser un peu, on laisse l'eau des saumures s'évaporer pour récupérer ensuite les sels de lithium. Mais voilà, c'est pas forcément en concurrence alimentaire directe, quoi, je dirais. On parle quand même de 480 000 km de rivières et 164 000 km² de plaines inondables qui sont affectés par... Ça, c'est de l'empoisonnement. Voilà, c'est l'empoisonnement par les résidus miniers ou par les débordements de stocks de résidus miniers qui sont stockés avec des digues, etc. Et là, il y a les digues qui lâchent, il y a des phénomènes d'inondation, etc. Et là, ça vient effectivement massivement polluer. Mais c'est pas lié au remplacement. Je ne sais pas si on peut dire que c'était lié au fait d'avoir spécialisé. Voilà. C'est 8% des vertébrés. Ça fait 4642 espèces menacées. Ça fait un peu du monde quand même. Quelqu'un... Oui. Voilà. Alors déjà, je voulais commencer peut-être par présenter France Nature Environnement en une ou deux phrases pour bien resituer le contexte dans lequel je m'exprime. Donc France Nature Environnement, c'est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement qui regroupe plus de 6200 associations réparties sur tout le territoire français, métropolitain et en Outre-mer. Donc pour le coup, on est vraiment très ancré dans le local. On va dire la connaissance du passif minier, mais aussi on fait face au quotidien aux nouveaux projets d'extraction. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais intervenir pour revenir sur la question de la dépendance aux métaux et de la souveraineté. Nous, c'est un argument qu'on entend très souvent au sein de FNE. Parce que c'est un argument très fort de l'État pour dire que on a besoin de plus de souveraineté nationale, extraire sur notre territoire, c'est une forme de souveraineté. Donc face à ce constat, nous on a un peu une position, on va dire, décalée, parce que on considère que être souverain, ce n'est pas forcément faire la course au pays qui aura le plus de métaux critiques et celui qui en accumulera le plus aura gagné. La France restera toujours dépendante des autres pays pour s'approvisionner en métaux, même si elle exploite la totalité de son sous-sol minier. Comme l'a dit Philippe Liwix, aujourd'hui, aucun pays dans le monde n'a toutes les ressources métalliques dans son sous-sol, ainsi que les compétences, la technologie suffisante pour l'extraire, la transformer et l'exploiter par la suite. Donc il est utopique de penser qu'aujourd'hui l'extraction nationale va permettre de libérer la France de sa dépendance aux pays qui sont aujourd'hui extracteurs. Donc nous, c'est ce que je vais essayer de défendre durant cette table ronde, c'est que au final, on estime qu'un État souverain, c'est plutôt un État qui a conscience de cette dépendance vis-à-vis des métaux, et face à ça, est plutôt dans une logique de réduire sa dépendance en réduisant sa consommation, tout simplement. Sa consommation de métal, sa consommation de matières premières critiques. Et puis par rapport à ça, ça passera par différents leviers dont je pourrais vous parler un peu plus par la suite, mais c'est notamment la priorisation, la planification et le développement aussi de l'économie circulaire, le recyclage des métaux. Tout ça, ce sont des politiques qui doivent être menées et qui aujourd'hui sont encore à leur balbutiement. Voilà.
peut peut-être passer aux conséquences environnementales de cette exploitation. Peut-être que Victoire veut détailler un peu ce qu'elle a vu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal en termes de conséquences sanitaires. La plupart des personnes qui sont restées autour du village de Jiamana ont des maladies respiratoires à ce jour. Mais en fait, il y a très peu d'enquêtes publiques, aucun moyen de lier très concrètement la proximité avec l'extraction et ensuite le développement de maladies. C'est des choses qui sont aussi empêchées en général par les entreprises d'exploitation minière. En termes de conséquences environnementales, depuis les années 2000, il y a énormément de catastrophes environnementales en Roumanie qui sont dues aux déchets miniers. Donc ça va être des rivières qui sont complètement polluées, avec des poissons qui flottent à la surface, plus aucun végétaux, des animaux qui sont des espèces en danger. Alors pour le coup, dans le cas de la Roumanie, je ne saurais pas en nommer, mais ça détruit à peu près tout ce qui environne le dépôt de déchets. Ils ont trouvé, l'Institut de géologie de Roumanie, quand ils ont prélevé des échantillons de ce lac qui engloutit le village de Jiamana, ils ont trouvé de la chaux, de la cyanure, un pH qui était extrêmement problématique. Voilà, je crois que énormément de produits chimiques, en fait, un mélange. Et en fait, ce que faisait l'entreprise canadienne exploitante, c'était de mettre énormément d'eau pour essayer de noyer en fait les produits chimiques et qu'ils soient moins visibles à l'œil nu, mais ça changeait absolument rien à la toxicité du. Il y a également une enquête qui vient de paraître sur les médias Splan et Reporter sur une mine d'Andalousie à Glomel en Bretagne qui révèle qu'il y a une pollution de l'eau importante au nickel, cobalt, arsenic, cadmium. Ce dernier étant cancérigène, mutagène et reprotoxique. Donc là aussi, on peut voir que même ici en France, ce type de pollution existe, avec aussi peu d'enquêtes sur la qualité de l'eau, puisque Splan et Reporter ont fait faire des mesures indépendantes pour mesurer effectivement cette pollution. Donc, Isaline veut intervenir. Oui, j'en profite puisque, en effet, la question des pollutions, c'est vraiment une question qui est très importante en France. On n'a pas vraiment besoin d'aller très loin pour constater les conséquences de l'exploitation minière en France. Pour le coup, il y a une autre enquête, cette fois-ci de Disclose, il me semble, qui a révélé que sur l'ancien site minier dans l'Allier, il y avait aussi des fortes pollutions dans les sols qui n'ont pas forcément été révélées une fois de plus par l'État. Donc moi ce que j'ai notamment noté, c'est que les sous-sols étaient fortement contaminés à l'arsenic, parfois jusqu'à 7 fois plus que ce qui est normalement autorisé. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a ça se compte en dizaines de sites, anciens sites miniers en France qui sont contaminés pour plusieurs centaines d'années aux polluants, aux métaux lourds. Voilà. Ah oui, et je voudrais peut-être préciser qu'il y a un article de Reporter qui a fait la liste des sites miniers pollués en France que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Il y a un autre chiffre qui est intéressant. On considère que 37% de la masse terrestre en dehors de l'Antarctique est à moins de 50 km d'une mine. Voilà. Ça veut dire que comme ça se répand dans les rivières, comme ça se répand dans les sols, ça fait quand même de grosses surfaces qui sont potentiellement polluées. Et le cadmium dont on parlait là tout à l'heure, qu'on a retrouvé, il faut savoir que la population française est la deuxième population du monde la plus contaminée au cadmium, qui est un métal lourd qui s'agrège dans les graisses de nos corps et qui nous rend malades au bout d'une trentaine d'années à peu près. C'est une bombe à retardement. Alors, si vous voulez, un petit mot sur ça. En fait, là, du coup, on rentre dans la complexité infernale, en fait,
si on s'amusait à parler du pétrole et des dégâts du pétrole et je sais pas quoi, on aurait déjà la soirée. Et alors là, avec toute la table de Mendeleïev des éléments chimiques, ça prend une complexité de dingue. Donc d'abord, donc il y a les résidus miniers, je vais y revenir dans un instant. C'est un sujet très très important parce qu'il dure longtemps. Donc il a en point commun avec le changement climatique de durer longtemps. Mais avant même les résidus miniers, bon, l'extraction elle-même, elle est l'extraction minière, la minéralurgie, ce qu'on appelle la minéralurgie, c'est-à-dire le traitement du minerai pour le concentrer. Donc c'est là qu'on va utiliser de l'eau, qu'on va utiliser des produits chimiques, qu'on va utiliser un certain nombre de process industriels. Puis ensuite la métallurgie pour transformer le minerai concentré en métal. Et ensuite, il y a même des systèmes de purification d'un certain nombre de métaux parce qu'il faut atteindre des niveaux de pureté pour le cuivre pour conduire l'électricité, pour le silicium pour les panneaux photovoltaïques, le silicium de qualité électronique, c'est encore au-dessus. Donc voilà, il faut gagner en pureté. Toutes ces actions-là font partie des activités humaines les plus impactantes pour l'environnement au sens large, soyons clairs, sur la consommation d'énergie fossile, consommation d'eau, déforestation, atteinte à la biodiversité, perturbation du cycle de l'eau. Alors ça peut dépendre, selon que la mine elle est souterraine ou qu'elle est à ciel ouvert. Voilà, il y a plein de cas. Ensuite, quand on descend dans les métaux, alors pourquoi est-ce qu'il y a des résidus dans l'andalousite, pourquoi on trouve du nickel, je sais pas quoi, ça c'est une petite illustration du fait que toutes les mines, enfin beaucoup de mines, la plupart des mines sont polymétalliques, enfin il y a un peu de tout, quoi. Enfin, la planète elle est sympa, elle a concentré un peu des trucs, mais voilà, elle trie pas tout à fait. Elle trie un petit peu, mais il y a les dépôts, en fait, il y a un petit peu de tout. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein de métaux qui sont des sous-produits ou simplement des impuretés d'autres métaux. Donc, ce qui se passe en fait, par exemple, je pense qu'une mine de fer, je vais peut-être dire une bêtise, mais une mine de fer, c'est de l'oxyde de fer, vous voyez, c'est de l'ocre rouge, là, les trucs qui servaient à faire aussi les grottes de Lascaux. Bon, ça fait beaucoup de poussière, il faut remuer beaucoup, etc. C'est des quantités phénoménales, parce qu'à la fin, on extrait il faut plus d'1 milliard de tonnes, je crois qu'on doit être à 1,6 milliard de tonnes d'acier fabriqué chaque année, donc c'est de l'ordre de 3 milliards de tonnes de minerai de fer qui est remué, qui est mis dans des bateaux. Ça peut, par exemple, si vous avez votre terminal qui est au bout en Australie, qui arrive sur la barrière de corail, bon ben voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, donc effectivement, ça se répand dans la mer et tout, c'est pas bien. C'est même très très mal. Mais par contre, il n'y a pas de résidus miniers dangereux, à ma connaissance, voilà, c'est assez neutre. Par contre, si vous allez sur une mine de cuivre, les mines de cuivre, ce sont des sulfures, souvent, la plupart du temps, donc ça veut dire qu'il y a du soufre, en fait, et que en fait, vous allez mettre, avec des résidus miniers, vous allez mettre un jour, en fait, du soufre, qui, avec l'eau de pluie, va se transformer en acide sulfurique, et cet acide sulfurique va attaquer les roches du résidu minier et va libérer des métaux indésirables qu'on n'avait pas concentrés, qui sont donc des résidus puisqu'on ne les a pas récupérés. Et c'est là qu'on va trouver le cadmium, etc. Et donc, en fait, ça va être léché pendant des centaines d'années ou des milliers d'années par l'eau de pluie, tout simplement parce qu'avant, c'était dans le sous-sol, donc c'était pas grave, et là, c'est libéré. C'est pas vrai que des mines métalliques. Par exemple, la mine de Decazeville, l'ancienne mine de Decazeville dans l'Aveyron, pour ceux qui connaissent, une ancienne mine de charbon, elle envoie toujours du cadmium, de l'argent et 2-3 autres trucs dans la Garonne. Voilà, on peut retrouver le signal de la mine de Decazeville à, je sais pas, 500 km, après être passé par quelques fleuves différents qui finissent par se jeter dans la Garonne. Donc voilà. Et alors, petite subtilité sur le cadmium. Pourquoi est-ce qu'on est contaminé au cadmium? C'est pas forcément à cause des mines, c'est à cause des phosphates qu'on met dans nos céréales et dans nos pommes de terre. Oui. En fait, c'est parce que donc les engrais, il y a plusieurs types d'engrais. La potasse, bon, c'est comme le sel, ça va. Il y a les phosphates, ça on va les chercher typiquement au Maroc, au Canada. Et là, ceux-là contiennent des traces en fait de cadmium et de différents métaux radioactifs d'ailleurs, donc thorium. Et puis il y a les nitrates qu'on fabrique à partir d'hydrogène qui est craqué avec le gaz naturel. Donc, mais les phosphates, voilà, donc on épand les phosphates, et donc en même temps qu'on épand les phosphates, on épand certains métaux lourds sur les champs agricoles. Et il y a une deuxième source, pour ceux qui n'ont pas encore trop faim, c'est le fait qu'on a des bouts d'épuration dont il faut faire quelque chose. Les bouts d'épuration, voilà, faites de la peinture à la maison, des trucs, bon.
il n'y a pas forcément du cadmium dans la peinture, mais il y a plein de trucs. Voilà, les cosmétiques, enfin voilà, il y a plein d'usages dispersifs de métaux lourds, et du coup, ça part dans les stations d'épuration. Il y en a une partie qui va finir à la mer, tranquille. Donc, Les huîtres. voilà, donc on les retrouvera à un autre moment, exactement. Et puis il y a une partie qui est captée par les stations d'épuration. Pourquoi c'est qu'une partie? Quand il pleut, les stations d'épuration, ça laisse tout passer. Hein. D'accord? C'est vraiment tout. Mais c'est pas grave parce que c'est très dilué avec beaucoup d'eau. Enfin, on dit que c'est pas grave. Mais ça finit quand même dans les huîtres aussi. Donc de temps en temps, il y a des gens qui sont malades s'il a un peu trop plu à Bordeaux, dans le bassin d'Arcachon. Donc, eh bien, ces bouts d'épuration, on les épand aussi sur les champs. Parce que, voilà, de temps en temps, il faut en faire quelque chose. Donc, alors pas, évidemment, il y a des réglementations très strictes, tout le monde n'en veut pas, mais puis, à un moment, il faut bien les prendre. Et puis, du coup, on fait un peu tourner, quoi. Mais voilà, mais à la fin, ça finit quand même par s'accumuler. Et donc, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a des études un peu précises sur les conséquences qu'ont les mines et l'exploitation des mines un peu partout dans le monde sur la santé des humains qui vivent autour? Non. Bon. J'en profiterai quand même pour dire que les mines qui s'installent en Afrique de l'Ouest créent des centres de santé, des centres de santé, mais au moment où elles s'en vont, elles ferment les centres de santé. Et on n'arrive pas à avoir de chiffres très précis sur la différence de pathologie près des mines et loin des mines. Donc c'est des données qui sont difficiles d'accès. Je pense qu'elle n'arrange personne. Et parmi les impacts environnementaux, on n'a pas parlé des émissions de gaz à effet de serre. Il y a forcément des émissions de gaz à effet de serre pour aller rechercher tous ces métaux. Ouais, alors là, j'ai pas les chiffres précis, mais je pense que... Alors si on prend vraiment que la partie de l'extraction minière, alors oui, bien sûr, il faut des gaz à effet de serre. Il y a des gaz à effet de serre, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il faut faire rouler des engins de chantier. En fait, hein, c'est des gros camions, on appelle ça des dumpers. Il y a différentes tailles, mais les plus gros, c'est à peu près 400 tonnes de charge utile. Donc 400 tonnes de charge utile, vous voyez, par rapport à un semi-remorque. Un semi-remorque, c'est 38 tonnes, donc c'est 25 tonnes de charge utile. Donc 25, 400, je ne sais pas faire le calcul, mais voilà. C'est des grosses bêtes. Si je me mets debout avec les mains en l'air, je ne vais pas atteindre la hauteur du pneu. Hein, donc je sais pas, il prendrait vraiment beaucoup de place dans cette salle. J'essaye de me l'imaginer, il faudrait faire un test. Donc ça consomme, voilà, c'est plutôt des moteurs diesel aujourd'hui. Il y a des idées d'électrification dans certains sites, je sais pas, alors pas forcément des mines, mais ça peut être des carrières. Ils y pensent en Suède, ils y pensent en Suisse. Donc quand on a un réseau électrique pas trop loin, pas trop carboné, ils réfléchissent à ça. Alors, j'ose même pas imaginer la taille des batteries pour alimenter ces espèces d'énormes camions. Il y en a qui imaginent de faire des pantographes aussi, donc dans des galeries de mines, on descend en souterrain, en Suède, parmi des grandes mines de fer, des mines de cuivre. Et ben voilà, on pourrait imaginer, enfin pas qu'ils soient sur batterie au bout, et puis qu'ils remontent en fait, et qu'une grande partie du travail, parce qu'en fait ils remontent comme ça, hein, un peu en hélice souvent, et bien que ça soit électrifié. Donc il y a cette partie-là. Et puis la deuxième raison des gaz à effet de serre, c'est toute l'énergie qui va être nécessaire pour faire le broyage, par exemple, du minerai, pour faire le traitement. Et donc là, ce sont des processus qui peuvent être... il y a plein de trucs, ça peut être au fioul, au gaz électrique, et puis avec une électricité qui peut être quand même assez carbonée selon les pays du monde. Un exemple parmi d'autres, le cuivre du Chili. Il n'y a pas d'eau en fait là-haut, hein, parce que le Chili ça devient un peu sec, donc en fait il y a une désalinisation d'eau en bas, à base de centrales à charbon plutôt, l'électricité est plutôt centrale à charbon, et on pompe l'eau, on monte l'eau dans les mines, dans la cordillère, pour ensuite traiter le minerai, et ensuite ne récupérer que les concentrés pour traiter les concentrés. Donc voilà, ça c'est un peu le truc, et je pense que l'ordre de grandeur sur la partie minière seule, j'ai vu des chiffres peut-être de l'ordre de 1% des gaz à effet de serre. Donc ça ne veut pas dire que c'est rien, hein, c'est beaucoup, 1%. Hein, c'est, je sais pas, le transport aérien c'est 2% à peu près, qu'il faut multiplier par 2 à cause des traînées en termes d'impact climatique. Mais donc voilà, c'est de cet ordre-là. Mais après, ce qui est beaucoup plus, si on ajoute vraiment la partie métallurgique, et en particulier le minerai de fer, parce que c'est quand même surtout le fer, hein,
Alors là, on atteint effectivement 7-8% des gaz à effet de serre, mais c'est quand même plutôt la partie métallurgique et c'est essentiellement l'acier. L'acier, c'est un poids lourd climatique, c'est ça le 3e pays émetteur du monde, ex aequo avec le ciment, si c'était un pays, quoi. Chine, États-Unis, ciment, acier. On passe en France. Isaline? Alors du coup, moi je voulais vous parler du projet de mine de lithium dans l'Allier parce que c'est un projet que j'ai particulièrement suivi, ça fait 1 an et demi. Déjà peut-être pour replacer un peu le contexte, donc c'est comme j'ai dit un projet de mine de lithium. L'objectif c'est d'extraire 2,1 millions de granit par an pour 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium. Le projet devrait commencer à partir de 2028 si tout va bien pour une durée de 50 ans. Ça vient d'être confirmé très récemment. Avec ces 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, l'objectif c'est de produire environ 663 000 batteries de véhicules électriques chaque année. Et pour information aussi, si le projet venait à voir le jour, ce serait la 2e plus grande exploitation minière d'Europe. Donc pour le coup, c'est vraiment pas rien. Donc le projet est réparti sur 3 sites parce que il y a donc la mine plus l'usine de concentration qui est à Échassières, donc à un premier endroit, puis un 2e endroit pour la plateforme de chargement et un 3e lieu pour l'usine de conversion. Donc où en est-on aujourd'hui dans le projet? Le projet a été annoncé en octobre 2022. Le débat public s'est déroulé cette année, donc de mars à juillet 2024. Le projet a aussi été reconnu, et ça c'est très important, comme projet industriel d'intérêt national majeur, donc par décret en juillet, d'ailleurs juste avant le second tour des élections législatives. Ensuite, on a eu une demande d'autorisation qui a été déposée par la société Imerys, donc, qui est porteuse du projet, pour la phase pilote. Donc ça, c'était en juillet aussi de cette année. Donc, comme vous voyez, c'est très très récent. Le compte-rendu du débat public de la CNDP a été rendu à la fin du mois de septembre dernier. Et puis, pour les prochaines étapes, on a la réponse du porteur de projet pour savoir si il compte continuer le projet ou pas, et aussi répondre au compte rendu de la CNDP donc d'ici la fin de l'année, donc fin décembre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, mais on ne sait jamais. La CNDP La CNDP, oui, Commission nationale du débat public. Donc c'est une autorité indépendante qui était en charge d'organiser le débat public. Et donc la dernière étape, c'est l'enquête publique. Enfin, la dernière étape, voilà. C'est un grand mot. L'enquête publique qui va normalement démarrer en 2025, donc l'année prochaine. Voilà. Ensuite, nous, on suit plusieurs autres projets un peu partout en France. Mais pour le coup, là-dessus, je m'y connais un peu moins. Donc, je vous donnerai juste quelques idées. Je vous invite à aller consulter les sites internet de nos associations en local qui sont très actives et qui se mobilisent contre ces projets pour le coup. Donc, en Alsace, vous le savez peut-être, c'est un des plus importants gisements potentiels de lithium d'Europe. Donc, il y a de forts intérêts, de forts enjeux d'extraire et de transformer le lithium. On estime qu'il y aurait entre 15 à 20 centrales de géothermie qui pourraient ouvrir. Donc là, c'est pas la même méthode que dans le projet de mine de lithium dans l'Allier pour le coup. Et donc, on a une forte mobilisation de notre association Alsace Nature Environnement sur ces projets donc, de géothermie profonde. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, encore une fois. Et puis, j'en profite aussi pour parler de la Bretagne, puisque on a aussi 2 associations qui sont très investies là-dessus, notamment Eau et Rivière de Bretagne. Il y a eu récemment 3 permis d'exploration de recherche minière dans le Grand Ouest. Oui, on a parlé justement de Glomel avec l'extension de la carrière d'Andalusite, donc toujours en Bretagne. Et à ce titre, nous, on a contribué à l'enquête publique
Donc on a, pour le coup, là, l'association locale a rédigé un document de 17 pages, donc je vous invite à lire parce qu'il fait un peu état de toutes les... on va dire les manquements de l'étude d'impact. Donc c'est très intéressant justement pour comprendre un peu plus les conséquences environnementales que peuvent avoir ce genre de projet. Voilà pour mon petit état des lieux. Globalement, justement, puisque vous avez un regard un peu circulaire, quelle est la réaction des publics français par rapport à ça ? Alors, je ne peux pas répondre pour tous les Français et les Françaises, mais par contre, pour vous donner l'exemple du projet de mine de lithium dans l'Allier, je dirais qu'il y avait 3 catégories de personnes, si on veut un peu simplifier. Je dirais qu'il y a tout d'abord les personnes qui sont plutôt enthousiastes vis-à-vis du projet parce que pour le coup, comme vous le savez peut-être, l'Allier, c'est une zone qui est peu dynamique d'un point de vue de la démographie, même économiquement. Donc, pour ces personnes-là, l'idée c'est un peu d'accueillir un nouveau projet industriel, relancer l'économie locale, faire venir un maximum de personnes aussi et redynamiser un peu le territoire. Alors ensuite, je dirais qu'il y a une deuxième catégorie de personnes qui est plutôt, on va dire, qui se posent des questions, voilà. Des questions sur les conséquences environnementales, sur les conséquences sanitaires, qui se posent des questions aussi autour de la réalité de l'emploi, parce que ça, c'est un argument qui était très fort sur le projet de mine de lithium. Ils ont annoncé plus de 1000 emplois sur le projet en local. Donc forcément, ça fait un peu briller des yeux. Mais quelle est la réalité ? Est-ce que ce sont vraiment des personnes qui sont situées localement, qui seront employées, ou est-ce que ça nécessite un degré d'expertise qui ferait que on ne pourrait pas forcément recruter les personnes en local. Donc il y avait, on va dire que c'est cette deuxième catégorie de personnes-là. Et puis, je dirais que la troisième catégorie, c'est en général, c'est des personnes qui sont très attachées à leur territoire aussi, qui connaissent très bien le passif minier de l'Allier et qui sont fermement opposés au projet pour toutes les raisons qu'on a évoquées, les conséquences environnementales, les conséquences sanitaires, aussi parce qu'il y a une très grosse défiance vis-à-vis du porteur de projet, vis-à-vis de l'État. Donc forcément, s'il n'y a pas de confiance, on n'a pas envie de voir un projet de cette ampleur ouvrir près de chez soi. Donc je dirais que les réactions sont plutôt mitigées, mais globalement, il y a un peu ce syndrome de on ne sait pas ce que c'est, on a un peu peur, donc on préfère ne pas avoir de mine ouvrir près de chez nous, quoi. Grosso modo, c'est ça. Philippe, est-ce que ça a du sens, des projets d'ouverture de mines à notre époque en France ? Alors, ouais. Moi j'ai été auditionné du coup par le conseil, la Commission nationale du débat public dans le cadre de ce projet. C'était pas facile. Parce que déjà c'était plié d'avance, donc ça avait déjà été annoncé par les ministres et tout, avant même c'est le débat public à la française, quoi, comme on les aime. Mais donc juste mini précision. Alors en fait aujourd'hui il y a une carrière déjà de kaolin, je crois, donc ça sert à faire plein de trucs. Ça sert dans le papier, ça sert à faire de la porcelaine bien sûr, mais historiquement, mais pas que, il y a plein d'usages industriels, donc c'est une argile très, très fine, très pure, très blanche. Alors ça changera, parce que ça va être effectivement une mine, donc c'est pas la même chose, c'est le code minier, c'est pas la même chose que, je crois, les carrières, je crois que c'est que le code de l'environnement, je dis peut-être des bêtises, bon. Donc il y a un code spécial pour les mines, mais bon, voilà, je sais pas trop pourquoi, l'andalusite c'est une carrière, et puis voilà, là ça sera une mine de lithium. Donc ça va être souterrain, sous l'exploitation actuelle de kaolin. Donc d'un point de vue, disons, visuel ou je sais pas quoi, effectivement, ils sont pas en panique dans le village à côté. Par contre, il y a des questions sur l'eau quand même, parce que ça vient perturber le cycle de l'eau, etc. Donc il y a quand même plein d'enjeux, plein de questions sur la manière de traiter le minerai, sur la manière de... voilà, tout l'impact environnemental dont on parlait tout à l'heure. Alors, Imerys, la main sur le cœur,
Donc, alors c'est pas des tendres, hein, Imerys, c'est une grande multinationale issue de la fusion de plusieurs boîtes, historiquement, un peu belge, un peu française, un peu anglaise. Ouais. Ils sont partout maintenant, hein, ils sont aux États-Unis. Ils ont la seule mine de quartz qui sert à faire le silicium de tous les microprocesseurs du monde aux États-Unis, par exemple, qui avait eu un petit problème parce qu'il y avait eu un ouragan et ça avait interrompu la production il y a quelques mois de ça, je crois. Donc, eux, ils sont à la main sur le cœur, ils disent ah, c'est quand même génial, on va faire là de la mine vraiment top, quoi. D'un point de vue environnemental, on va avoir un haut niveau environnemental. Qu'est-ce que vous préférez, que le lithium vienne ici avec une maîtrise locale, etc., ou que ça soit fait au fin fond de la Chine ou au fin fond de l'Australie avec voilà, un niveau environnemental, on ne saura pas lequel. Alors le lithium, c'est spécial pour plusieurs raisons, parce que la première, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs manières de l'extraire. Alors, ils ont fait un bilan carbone qui montrait que leur bilan carbone serait meilleur que celui des saumures qui vient d'Amérique du Sud. Par exemple. Il n'y a pas que des saumures en Amérique du Sud, il y en a aussi en Australie et en Chine. Mais moi, j'ai du mal à me dire que, d'un point de vue énergétique, broyer du granit pour récupérer à l'échelle micrométrique des petits grains, enfin millimétriques peut-être, des petits grains de lithium, c'est pas plus énergivore que de faire évaporer de l'eau avec l'énergie du soleil. Mais bon, comme il y a des produits chimiques qui se baladent, comme il y a du transport, il faut ramener tout ça après. Peut-être que si, bon, mais ils n'ont pas été très transparents sur les données. Et puis ensuite, en fait, ce qui est difficile dans ce débat, c'est que voilà, il y a une entreprise qui dit bah moi c'est super, je vais créer de l'emploi, je vais faire attention. Alors, bon, rendez-vous dans 50 ans comme d'hab, hein, mais bon, voilà, on peut faire semblant de les croire, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, sans doute plein de gens de bonne foi hein, dans les organisations hein, qui se disent que vraiment c'est vraiment mieux de faire ça ici qu'au fin fond de la Chine et qui ont certainement raison. Alors ça juste un point, c'est que ça ne règle pas les questions de souveraineté complètement, hein, parce que on ne va pas de l'hydroxyde de lithium à la gigafactory comme ça. Entre les deux, il y a un truc à faire, il faut de la CAM, du CAM. Le CAM, c'est pas mais ça ressemble quand même un peu, c'est Cathode Active Materials, c'est un mélange de sulfate de cobalt, de nickel, etc. Enfin voilà, il faut rajouter d'autres trucs, il n'y a pas que du lithium dans les batteries lithium-ion, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est les usines Céveso. Elle arrive, cela dit. Il y en a une qui est en projet à Parempuire, à côté de Bordeaux, sur le port de Bordeaux, pour faire ce mélange d'un certain nombre de métaux qui arriveront, du coup, d'ailleurs que de France. Donc déjà, il va manquer une case quand même. Et puis après, effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, je crois qu'il y a la question des machines, de la maîtrise technologique, enfin des pièces détachées, de tout ça. On ne produit pas tout en France, quoi. Donc en fait, la souveraineté, ça n'existe pas, la souveraineté. La souveraineté, c'est un équilibre, en fait. Même sous l'Antiquité, ils échangeaient des trucs, même au néolithique, les silex se baladaient sur des centaines de kilomètres, personne n'est jamais souverain. Et donc, voilà, il y avait des échanges. Simplement, la question, c'est de dire, il faut avoir une monnaie d'échange, quelque part. La souveraineté, c'est ça, en fait. Et pendant longtemps, peut-être pas en Europe, parce que eux, en Italie, ils n'avaient pas ce discours-là, en Allemagne non plus. Mais en France, on était un peu en mode, on n'a pas besoin des usines, et nous, en fait, ce qu'on a en monnaie d'échange, c'est la Tour Eiffel et le French Cancan, quoi, en gros. Puis en fait, on s'est rendu compte que le French Cancan, en Covid-19, il y a moins de clients, quoi. Donc, du coup, voilà, d'être un peu une économie de service, une économie de tourisme, une économie de tout ça, ça suffit pas. Et qu'en fait, il faut avoir des produits industriels aussi, nous, à échanger contre d'autres. Mais tenter la souveraineté absolue n'existe pas. Et donc, ce qui est un peu malheureux dans le débat, mais allez, si j'osais, je dirais Imerys, il y est presque pour rien, c'est le fait qu'en fait, il n'y a pas de débat sur à quoi ça va servir ce lithium et quel est le mode de transition environnementale qu'on veut. Parce qu'avec le même lithium, je peux faire une batterie de SUV qui fait 2 tonnes, je peux faire, alors, qu'à un certain degré, qu'à 1000 km d'autonomie ou 800 km d'autonomie, ou bien je peux faire 7, 8, 10 batteries de toutes petites voitures qui a 200 km d'autonomie, ou je peux faire 50 batteries de petits véhicules intermédiaires, vous savez, des trucs un peu bizarres entre le vélo et la voiture, ou bien je peux faire 250 batteries de vélo électrique, quoi. Donc, même plus. Donc, et cette question-là, elle ne se pose pas. Donc en fait, c'est juste, voilà, c'est pas une histoire de ici ou ailleurs, en fait, ça va être ici et ailleurs. Tant que ça se vend, il y aura des gens pour le produire, je caricature un peu, mais donc il y aura aussi les mines en Chine et aussi les mines en Australie et aussi les salars en Bolivie
et au Chili. Et en fait, voilà, on aurait pu profiter du débat en disant on fait un deal, quoi. Ok, on se fait un truc quand même, on en fait un peu chez nous, quand même intéressant, mais on le fait, on le flèche et on le fait de manière intéressante avec une logique de transition dans une logique de sobriété systémique et qui irait assez logiquement vers l'allègement du poids des véhicules. Et derrière l'allègement du poids des véhicules, il y a aussi du coup des questions sans doute d'allègement de vitesse. Enfin, ça pose plein d'autres problèmes d'acceptation sociale qui fait que personne n'était prêt à apporter ça aujourd'hui. Mais bon, voilà quoi. Du coup, je voulais juste rebondir sur ce que tu as pu dire, parce que en effet, nous, on estime que le grand absent au final du débat public sur le projet de mine de lithium, c'était vraiment l'État pour le coup, et ce qui est vraiment dommage pour plusieurs raisons. Alors déjà, pourquoi l'État est absent? Concrètement, nous, on a compté 3 interventions de l'État, une intervention en avril, 2 en juillet. Et cela après de multiples demandes de la Commission nationale du débat public. Le motif, c'était que le débat suive son cours et que les discussions avancent sans son intervention avant de se positionner. Sauf que dans les faits, c'était une posture qui était plutôt hypocrite, puisque l'État s'investit depuis l'annonce du projet sur ce projet dans les médias, en annonçant dès octobre 2022, donc à l'annonce du projet, qui soutenait le projet, que c'était un projet qui serait extrêmement responsable, alors qu'à l'époque, on n'avait aucune information sur les conséquences environnementales potentielles de ce projet de mine. Et puis, même durant toute la durée du débat, que ça soit des ministres ou même la préfète de l'Allier, ces personnes-là n'ont pas hésité à apparaître dans les médias pour soutenir très ouvertement le projet. Donc je vous invite à lire à ce titre un article de Mediapart qui résume la totalité des positions prises par la préfète de l'Allier sur le projet et qui montre justement cette contradiction. Donc au final, les représentants de l'État ont aveuglément soutenu le projet dès son annonce. Et en parlant, comme l'a dit Philippe Biwix, en parlant du projet comme s'il était déjà fait. Donc forcément, on a un peu moins envie de se mobiliser au sein d'un débat public quand on a l'impression que les dés sont déjà jetés. On a vraiment eu l'impression, en tout cas du côté des associations, qu'il y avait un certain mépris de l'État vis-à-vis du débat public, et c'est vraiment dommage. Et je rebondis sur ce que Philippe Biwix a dit également, parce que je suis totalement d'accord. L'État a complètement échoué à parler transition écologique, et c'était le véritable enjeu derrière ce projet de mine de lithium. On n'a pas eu de précision concernant quel est le modèle de mobilité durable qu'on voulait avoir. Pareillement, sur les questions de sobriété, c'est vraiment passé au second plan dans les présentations des représentants et représentantes de l'État. Au final, tout ça, c'était très décevant, mais la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, c'est que malgré tout, le débat, il a réussi à mobiliser beaucoup de personnes. On parle de 3500 personnes qui se sont déplacées aux réunions publiques. On parle de 3400 contributions, et c'est énorme pour les débats de type de la Commission nationale du débat public. Donc ça, c'est vraiment à saluer, parce qu'on est dans un contexte, j'en parlerai peut-être après si c'est possible, on est dans un contexte où on remet en question ces espaces de discussion démocratique, et ça c'est extrêmement grave. Ça montre au final que quand on sollicite les citoyens et les citoyennes, ces personnes répondent présentes. Donc il faut juste leur donner l'espace de discussion, et elles viennent, et elles se mobilisent, et au final ce débat, ça reste quand même une victoire pour la démocratie environnementale, même s'il y a beaucoup de limites. C'est quand même plutôt quelque chose de positif. J'ai une dernière question avant qu'on donne la parole à la salle. Est-ce qu'il y a actuellement des réglementations qui sont prévues, une mobilité du droit pour accompagner ces créations minières? Je ne suis pas expert du tout, mais je crois qu'il y a une révision du code minier en cours, en tout cas. Donc c'est vraiment le code minier qui, et d'ailleurs qui est un peu contesté, notamment par l'association Systext.
SysText, donc ça veut dire système extractiviste, voilà, dont la porte-parole est Aurore Stéphan. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu si vous vous intéressez au sujet des métaux. Qui est une géologue, ouais, ex du BRGM, je crois, Bureau de recherche géologique et minière. Donc voilà. Alors après, je suis pas capable de dire ce qui va pas dedans, mais il y a des trucs qui vont pas dedans, je crois. Je peux peut-être un peu compléter. Nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un affaiblissement global de la réglementation, que ce soit en France ou au sein de l'Union européenne. Alors j'avoue, je vous dis tout de suite, moi je ne suis pas une experte de ces questions-là. On a plein d'experts juristes au sein de FNE, mais ce n'est pas moi pour le coup. Donc je serai peut-être un peu dans l'approximation, mais je vous donne quand même les idées globales. Déjà, à l'échelle de l'Union européenne, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même le règlement européen sur les matières premières critiques qui en fait est très lacunaire. Pour le coup, ça donne de grandes orientations sur la quantité de matières premières critiques qu'il faudrait extraire, transformer et recycler sur le territoire européen. Mais d'un autre côté, il manque plein de choses. Il n'y a pas d'encart sur la sobriété, il n'y a pas d'encart sur l'acceptation des projets. Il n'y a rien non plus sur la répartition équitable des fruits de l'extraction. Il n'y a rien non plus sur le droit à dire non à un projet, ce qui est quand même essentiel. On a le droit de dire non à un projet et c'est un droit qu'on nous refuse malheureusement. La gestion durable des ressources, c'est aussi un manquement de cette réglementation. Par ailleurs, les secteurs prioritaires qui ont été identifiés, il y a bien sûr la transition écologique, heureusement, mais il y a aussi d'autres enjeux comme l'aérospatiale ou la défense. Pareillement, sur la loi industrie verte en France, nous, on constate quand même qu'il y a plusieurs dispositions qui sont prévues afin de simplifier les procédures administratives, toujours dans un objectif de faire que les projets commencent le plus rapidement possible au détriment de la concertation publique, ce qui est vraiment dommage. Il y avait aussi une consultation publique qui se déroule d'ailleurs en ce moment même. Vous pouvez y contribuer jusqu'au 27 décembre si vous voulez. Et là, encore une fois, on voit que c'est une réduction des prérogatives de la Commission nationale du débat public. On parle de supprimer l'obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, ce qui voudrait dire que concrètement, les projets ne pourront plus faire l'objet d'un débat public. Donc pour l'exemple du projet de mine de lithium dans l'Allier, il n'y aurait pas eu de débat. Donc si cette loi existait, enfin ce décret, c'est quand même assez problématique. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Et alors justement, par rapport à tout cela, quelles seraient les mesures structurantes à prendre pour diminuer cette dépendance à ces matières? Est-ce que par exemple le recyclage c'est une solution? Est-ce que c'est un peu un grand enfumage? Grand enfumage, non, mais ça fait partie de la palette des solutions. En fait, on a vu tout à l'heure avec la question des batteries de voitures. D'abord, il y a la question de la sobriété, qui n'est pas juste une question de se serrer la ceinture ou je ne sais pas quoi. C'est bien sûr qu'il peut y avoir ça. Si vous renoncez à la voiture, vous prenez un vélo, c'est très bien. Ça peut aller que dans le bon sens. Mais il y a aussi des choses qui pourraient être organisées. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple, je vais arrêter parce que c'est tout le temps les mêmes exemples, mais des réseaux télécoms. On a 4 réseaux télécoms, avec tout leur réseau d'antennes. Bon, c'est bien, on a organisé la concurrence comme ça, mais moi, chez moi, j'ai pas 4 tuyaux d'eau et 4 câbles électriques pour choisir mon opérateur d'eau et mon opérateur électrique, quoi. J'en ai qu'un. On n'a pas 4 câbles, on n'a pas 4 autoroutes qui font Paris-Lyon, on n'a pas 4 réseaux de train, on n'en a qu'un. Bon, dans le numérique, on s'est permis, parce que finalement, c'était pas cher, qu'on a fait des gains incroyables d'efficience quelque part, d'avoir 4 réseaux. On pourrait faire un unique réseau d'accès qui serait concédé par région, Bouygues, Orange et je sais pas qui, et ça marcherait très bien, ça marcherait pareil. Ça, c'est des économies de ressources. Voilà. Donc, il y a cette piste de la sobriété, c'est la première piste. Puis la deuxième piste, c'est effectivement la piste du recyclage. Mais hélas, le recyclage, ça se passe très très mal.
Alors il y a des endroits où ça se passe très bien. Les batteries au plomb des véhicules thermiques, comme les gens les jettent plus dans les fossés, c'est cool. Donc on les amène à la déchetterie, ou alors il y a une gestion des véhicules hors d'usage. Donc c'est recyclé à 99%, quoi. Parce qu'en fait c'est mono-usage et c'est très bien traité d'un point de vue réglementaire et il y a la filière. Donc du coup ça fonctionne. Mais dans plein d'autres cas, c'est plus difficile. Donc, l'extrême c'est le numérique, où dans un ordinateur, dans un smartphone, il y a 30, 40, 50 métaux différents en toute petite quantité, et donc c'est très, très, très difficile à recycler. Il y a des pistes, quelques pistes. Par exemple, le BRGM, justement, travaille sur je crois que c'est des fluides supercritiques, donc je ne sais plus lequel, ça veut dire à haute température et haute pression, qui viendrait en fait lécher, par exemple, les cartes électroniques, et du coup extraire le contenu métallique des cartes électroniques, donc à très haute température. Et puis après, du coup, par chimie séparative, je ne sais pas trop, on arriverait à récupérer les métaux. Voilà. Mais bon, c'est très prospectif, c'est très compliqué. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de valeur. Hein. Dans un téléphone, il y a 2 € de matière première. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un très longtemps pour le démonter et bien optimiser tout ça. Donc le seul système raisonnable techniquement, si ce n'est économiquement, pour l'instant ça ne les laisse pas économiquement, c'est de dire, une fois que l'objet a été fabriqué, qu'on a extrait une ressource, qu'on a bousillé un peu la planète pour concentrer cette ressource, c'est-à-dire faire des métaux, les purifier et ensuite les intégrer dans les objets, ces ressources ne sont plus utilisables pour les générations futures. Ça sera une seule fois dans l'histoire de l'humanité qu'ils auront été utilisés. Ben, notre responsabilité devrait être de faire durer ces objets, en gros, voilà. Donc, un téléphone, c'est difficile à recycler, par contre, c'est, entre guillemets, facile à réparer ou à faire durer. Bien sûr, ça demanderait plein de changements, il y a des questions d'obsolescence. Des fois, c'est même pas l'obsolescence du matériel, hein, c'est l'obsolescence entre le logiciel et le matériel. Hein. Dans le numérique, c'est souvent ça. Hein, l'ordinateur se met à ramer ou le téléphone se met à ramer. Donc ça demanderait une profonde évolution qui n'est pas impossible d'un point de vue purement culturel. Hein. Personne se roule par terre de plaisir juste avant Noël parce qu'il a dû changer son aspirateur ou sa machine à laver parce qu'elle était tombée en panne et que c'est pas rentable de la réparer, quoi. C'est pas l'achat plaisir smartphone ou je sais pas quoi, le petit haut sur vide-tête, quoi, hein, ou le pull vert. Donc il y a plein d'endroits où on pourrait tout à fait rentrer dans une logique économie de la réparation, mais le problème c'est que pour l'instant on n'a pas fléché ni la réglementation ni le système fiscal pour permettre ça. En fait, en gros, c'est que vous arrivez avec votre fer à repasser chez votre dealer de fer à repasser, et puis il vous dit, ma bonne dame, mon bon monsieur, rien que de l'ouvrir, vous faire le devis, c'est même pas la peine, ça va vous coûter le prix du neuf. Pourquoi ça va coûter le prix du neuf ? Parce que le travail humain est cher, tant mieux, hein, ça veut dire qu'on est mieux payé et qu'il y a la protection sociale assise sur le salariat. Mais sauf que du coup les ressources ne valent rien, les externalités environnementales ne valent pas grand-chose. Hein. Encore une fois, juste donner l'ordre de grandeur, les cotisations sociales, ce qui permet de se payer la Sécu, les retraites, l'assurance chômage, ça, c'est de l'ordre de 500 milliards d'euros en France. Les taxes environnementales, carburant compris, c'est 50. Sans le carburant, c'est quelques milliards. Et la taxe carbone qui a fait lever tout le monde sur les ronds-points, etc., c'est 3 milliards aujourd'hui en France. Donc 3 milliards contre 500 milliards. Donc voilà, donc dans ce modèle-là, eh bien, à chaque fois qu'une entreprise, à chaque fois qu'une administration peut faire le choix technique de se passer de l'être humain et de le remplacer par une machine, il le fait. Parce que voilà, c'est la marche du monde. Et ça vient, ChatGPT, c'est pareil, hein, c'est de remplacer du travail humain par le travail de la machine. Et ça continue. Et ben ça, c'est un gâchis de ressources et ça nous éloigne du recyclage. Du coup, je vais compléter ce qui a déjà été dit, parce que pour le coup, là, ça rentre vraiment dans tout le plaidoyer qu'on peut avoir au sein de France Nature Environnement. Déjà, sur le recyclage, je voulais répondre en disant que aujourd'hui, notre analyse, c'est de dire que le recyclage, à ce stade, il est vraiment insuffisant, notamment dans le cadre d'une économie de croissance où on a constamment besoin de matière de plus en plus et on se rend compte que le recyclage n'arrivera jamais à rattraper les quantités astronomiques de matière dont on a besoin. D'ailleurs, je vous invite à lire, c'est une étude
je ne me rappelle plus de l'organisation, c'est une étude qui est sortie très récemment, le mois dernier, sur le recyclage des matières critiques. Si je retrouve le nom, je vous le dirai. Et d'ailleurs, qui explique très bien pourquoi aujourd'hui le recyclage ne peut pas rattraper la consommation de matières premières. Donc, pour en arriver à nos recommandations, je vois que le temps tourne, donc je me limiterai peut-être à 2 recommandations très fortes qu'on porte au sein de notre fédération. La première, et Philippe Biwix l'a très bien dit, c'est la sobriété matière. Il faut impérativement qu'on réduise notre consommation de matière, et pour cela, la France doit avoir une stratégie de réduction de la consommation de matière. Ça passe par 2 piliers selon nous. D'une part, il faut une planification qui soit réaliste d'une part d'un point de vue des réalités environnementales, techniques et industrielles de la France, et puis d'autre part le confort social aussi des Français et des Françaises, l'acceptabilité sociale. Et donc cette planification réaliste doit néanmoins tendre vers la réduction, parce que aujourd'hui c'est vraiment la solution majeure pour résoudre ce problème. On a aussi basé cette stratégie de réduction sur les enjeux de priorisation de l'usage de la matière, parce qu'en effet, tous les secteurs ont énormément besoin de matière, donc c'est aussi à nous de faire ces choix-là, de quel secteur on veut privilégier. Nous, ce qu'on dit à France Nature Environnement, c'est que ces secteurs, ça doit être la transition écologique, bien sûr, mais c'est aussi la santé, l'éducation, et il y a peut-être d'autres secteurs un peu moins privilégiés. Et toute cette stratégie de réduction de la consommation, et là j'insiste énormément sur ce point, c'est qu'il faut que ça se fasse dans le cadre d'un débat démocratique, parce que ça ne doit pas être une décision descendante, ça doit être pris en concertation avec les citoyens et les citoyennes. Donc ça peut passer par un débat national organisé par la CNDP, ça peut être une convention citoyenne sur la réduction de la consommation de matière, peu importe. Et mon dernier point, c'est qu'à l'inverse, on réduit la consommation de matière, mais on investit aussi massivement dans les alternatives à la surconsommation de matière. Donc, Philippe Biwix en a déjà un peu parlé. Donc, c'est les enjeux de réemploi, réutilisation. Donc, il s'agit d'augmenter les taux de collecte, soutenir les ressourceries et les recycleries, financer les solutions de réemploi. Voilà. Ensuite, on a bien sûr les enjeux autour de la réparation. Donc créer de nouvelles filières de formation pour la réparation, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de réparateurs et de réparatrices. Avoir des incitations financières pour redonner ce geste de la réparation aux consommateurs et aux consommatrices. Donc typiquement le bonus réparation, c'est une initiative qu'on soutient. Je peux peut-être en parler plus tard si vous ne connaissez pas. Donc allonger bien sûr la disponibilité des pièces détachées, en réduire le coût pour qu'elles soient accessibles, notamment pour justement les structures comme les Repair Cafés. Tu disais que c'est pas forcément rentable pour un réparateur de réparer un petit électroménager, mais pour le coup dans les Repair Cafés ici ils ont la ressource humaine, ils le font contre un café. Donc n'hésitez pas à aussi visiter ce genre de site, c'est un bon moyen de réduire votre consommation matière. Et puis dernièrement, le recyclage, nous bien sûr on est favorable à un développement massif des filières de recyclage, notamment pour les métaux, mais on estime que c'est pas la solution ultime. Voilà, je m'arrête là. Merci, on va vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oh, c'est une forêt. Je vais commencer par le fond. Gentil, merci. Merci pour cet éclairage et ces différentes voix sur le sujet. J'ai l'impression quand même que vous êtes très gentil à l'égard de ce sujet qui, juste le secteur minier, si j'ai bien compris, ça représente à peu près entre 80 et 90% de l'esclavagisme dans le monde. Donc bon, on n'a pas beaucoup parlé du social, on a parlé surtout de l'environnemental, mais je pense que là, il y a quand même quelque chose au niveau de la violence même que représente la destruction des terres, grâce d'ailleurs au monsieur Alfred Nobel, qui donc est le père de la dynamite. On a vraiment
non seulement révolutionné ces méthodes de destruction, de l'extractivisme, mais on a été encore beaucoup plus loin il suffit de prendre par exemple la déportation de différentes populations à travers le monde. Il ne faut pas aller très loin, vous allez juste en Scandinavie, vous verrez d'ailleurs certains peuples qui sont en train aujourd'hui de se faire virer parce qu'il y a des mines au nord de la Suède et de la Laponie. Donc je trouve parfois vous êtes... ouais, bon, peut-être que j'exagère aussi, parce que l'enfer est toujours mieux décrit que le paradis. Mais prenons un exemple, un sujet que vous avez absolument zappé. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est ces minerais. Ça sert d'abord à faire la guerre. Ça ne sert pas à faire de la transition énergétique, même si ce mot est très joli. Et c'est une expression qui a été inventée par un monsieur, Harold Brown, qui s'occupait du projet Manhattan. Mais franchement, quand on voit la quantité de cobalt qu'il y a dans le moindre bombardier, quand on voit ce qu'on fait du lithium pour la propulsion des sous-marins nucléaires, ou des sous-marins tout court, on se dit que, est-ce que, alors là je ne veux pas du tout ne faire que de l'incantation, mais est-ce que vous pouvez imaginer que aussi cette dimension-là, la dimension militaire, a été prépondérante, et je me demande pourquoi on l'a zappé. Il y a un rapport qui est sorti à Bruxelles il n'y a pas longtemps, c'est deux ONG, dont une qui s'appelle sur les multinationales, et l'un c'est le Transatlantic, bon bref, ces rapports, c'est intitulé du sang vert, du sang sur le pacte vert, du sang sur le pacte vert. Et il vous explique très très bien comment au sein de la Commission européenne, il y a un lobby de toutes les industriels de l'armement et qui ont tout simplement considéré qu'il y a un certain nombre de minerais dont eux ils ont besoin. Et ceux-là seront ils ne seront pas exemptés de la possibilité d'extraire ce qu'ils veulent, que ce soit pour la transition énergétique ou que ce soit pour leurs propres intérêts. Moi, je vous remercie beaucoup parce que vous touchez à des problèmes tout à fait essentiels. Un autre, qui à mes yeux est tout à fait important, et je vais l'exemplifier à partir de l'eau. Pour produire 1 kilo d'or, il faut 300 000 litres d'eau. C'est colossal. Et si la population du monde a des problèmes d'eau, c'est entre autres à cause des mines. Et j'ai un collègue, un Américain, qui a écrit que si les multinationales avaient à payer l'eau, elles ne s'installeraient pas un peu partout dans le monde, surtout en Afrique, parce que ça leur reviendrait trop cher. Qu'est-ce qui est en question là? C'est que les gens ne payaient pas l'eau. Ils prenaient l'eau aux pluies. Et l'eau des puits, maintenant, sert à extraire l'or ou à extraire le lithium ou peu importe. Et ce qui est en question, c'est notre représentation du monde. On veut prendre des mesures, on veut prendre des tas de choses, mais on ne change pas notre manière de penser. Or, l'eau est un gros problème parce que quand on imagine qu'il faut payer l'eau, en réalité, les populations locales n'ont jamais payé l'eau. Et c'est bien à nous à changer les choses, à changer notre manière de voir pour intégrer, pour tenir compte du fait que les gens ne payent pas l'eau et que c'était quelque chose de naturel que de prendre l'eau au puits. Merci. Merci. On va laisser d'autres personnes répondre. Pour rebondir sur la question, moi ça me fait penser à autre chose par rapport à la relocalisation des mines en France ou en Europe. Si on se place d'un point de vue éthique, donc il y a des populations qui sont déplacées, il y a aussi du travail des enfants, que ce soit au Congo, en Chine ou autre. Donc est-ce que vous pourriez répondre à ces questions de déplacement de population,
d'éthique aussi, et puis par rapport à cette question de militarisation dont a parlé Ben Kramer. Alors, je ne suis pas un expert. Travail des enfants, oui, il y a toujours un peu l'exemple très emblématique de l'exploitation informelle du cobalt, notamment en République démocratique du Congo. C'est vrai, c'est une réalité. Alors c'est une manière pour eux aussi de gagner leur vie, hein, d'une certaine manière. Bon. Mais c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de métaux comme ça, hein, franchement. C'est assez rare aujourd'hui. Moi, à ma connaissance, pourtant, je ne fais pas partie du lobby de l'extraction minière, ça se saurait, je pense. Mais voilà, il y a cet exemple-là qui existe. Ensuite, pour le coup, il y a des flux financiers qui alimentent des seigneurs de guerre. Hein, c'est l'idée de... Donc voilà, le coltan, donc à ne pas confondre avec le cobalt, c'est la colombo-tantalite. Donc c'est le tantal qui sert aussi dans les microprocesseurs et aussi dans des aciers de haute performance, donc oui, aussi des armes, c'est vrai. Donc, mais c'est plutôt que ça alimente l'instabilité et du coup les guerres, les viols, les trucs. Bon, donc on s'indigne. On s'indigne pas beaucoup pour la République démocratique du Congo. Quand j'y étais il y a 20 ans, ils en étaient à 4 millions de morts, et je crois qu'ils en sont à 8 millions de morts aujourd'hui, hein, des guerres civiles qui est directement liée aux questions d'exploitation minière et forestière, c'est certain, voilà, qui vont du diamant à l'or, au tungstène, quelques autres trucs comme ça. Donc, ça, il y a déjà cette composante-là. Donc oui, il ne faut pas négliger ça. Et après, sur les industriels qui se servent de l'armement, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu, c'est la définition de métaux critiques. Donc critique pour une industrie. Donc oui, l'industrie, je citais l'aéronautique. Bon, l'aéronautique, j'aurais pu citer... voilà, l'aéronautique, elle est proche, l'aéronautique civile et militaire, bien sûr. Et évidemment, tout ça est très pragmatique. Exemple, la Russie n'est pas qu'un grand producteur de gaz, de pétrole et de charbon. La Russie est aussi un grand producteur de titane, est un grand producteur de platinoïdes, est un grand producteur de plein d'autres choses. Le titane, absolument nécessaire pour l'aéronautique, que ce soit Airbus, Dassault, etc. Voilà, aujourd'hui, comment s'appelle, le ban qui a été fait sur les achats en Russie exclut le titane, parce que de toute façon, sinon, on ne savait plus sortir des avions. Donc, de fait, il y a une espèce de pragmatisme, si je puis dire, hélas, enfin, je ne sais pas s'il faut dire hélas, mais sur ces questions-là. Après, sur les questions purement volumétriques, je pense quand même qu'aujourd'hui, ok, le lithium qui doit être utilisé, je ne sais pas trop, comme, je ne sais pas, ralentisseur ou accélérateur de neutrons, j'en sais rien, dans les trucs de la combustion nucléaire, des sous-marins lanceurs d'attaque, c'est un peu négligeable par rapport au lithium du vitrocéramique, ou des graisses de certaines machines, et qui lui-même est en train de devenir négligeable par rapport aux quantités qui sont nécessaires à ce qui va sortir en véhicule électrique, si tant est qu'on suive les courbes de prévision et que ça se substitue effectivement au véhicule thermique. Parce que les volumes en jeu sont quand même énormes. Voilà. Et donc après, oui, il y a de l'électronique dans les armements, pour guider les missiles, les machins, je sais pas quoi, mais par rapport aux centaines de millions de smartphones qui sont vomis chaque année, je pense que les quantités sont assez faibles, quoi. Donc il y a quand même, oui, bien sûr, il y a ces mésusages, on pourrait dire. D'ailleurs, la guerre, c'est pas que des usages dispersifs de métaux, hein, quand ça explose, c'est aussi des gaz à effet de serre. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, sur le fait que c'était vraiment très important. Par la destruction aussi d'infrastructures et tout. Je ne parle pas des drames humains qui vont avec, hein, évidemment. Mais voilà, je pense que c'est quand même le consumérisme de masse et l'industrialisation, l'urbanisation, la numérisation du monde qui fait quand même les volumes les plus importants, quoi, pour les matières. Je suis pas, j'ai pas les compétences pour répondre sur toute la question, mais je voudrais quand même répondre sur l'aspect de la relocalisation, parce qu'il y a quand même cette idée hyper forte à débunker, à mon sens.
quand on dit relocaliser les mines en France et en Europe, ça va permettre potentiellement de fermer des mines où il y a des conditions sociales et environnementales beaucoup plus dégradées. C'est un faux argument. Pourquoi ? Parce que les mines qui vont ouvrir en France et en Europe, elles vont s'ajouter, et c'est ce qu'a dit M. Biouix tout à l'heure, elles vont s'ajouter aux mines qui ont des conditions sociales et environnementales dégradées. Ça ne va pas, c'est pas parce qu'on ouvre une mine en France ou en Europe qu'on va en fermer ailleurs. Ça va juste augmenter la quantité de métal disponible sur le marché. Donc il faut être vraiment très très clair là-dessus. On peut être en faveur de la relocalisation pour tout un tas de raisons, mais cet argument-là n'est juste pas valide. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et puis, je vous invite, je vous redirige du coup vers la conférence qui a eu lieu le mois dernier, qui était organisée par toujours l'association Systexte, et qui parle justement des violations des droits humains dans un contexte de ruée minière, et qui est extrêmement intéressante. Et elle aborde vraiment beaucoup de chiffres. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à regarder, à revoir cette conférence-là. Voilà. J'ai l'impression que vous avez un peu tout dit, mais à un moment, je voulais vraiment. Vous avez fini par en parler. L'obsolescence programmée. On pourrait avoir des appareils qui durent, quoi. Moi, je pense à la Prius qui est plus vendue parce qu'elle marchait trop bien, quoi. Les premières Prius, ça continue à rouler, alors que en général, les voitures, voilà, bon. Ça, c'est un exemple, mais vous avez parlé aussi du CNDP. Je ne sais pas si je pense que vous en avez pas parlé plus que ça, mais je crois que c'est d'actualité. J'ai reçu un mail aujourd'hui comme quoi ils veulent supprimer ça, quoi, qu'il n'y ait plus de débat public. Voilà. Il y a une pétition, je crois que j'ai signée aujourd'hui. Bon. Et moi, je voulais surtout dire que, comme disait monsieur, on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de ces appareils-là qu'on ne peut pas recycler, qu'on ne peut pas récupérer la matière. On pourrait revenir à la vie traditionnelle où on communique de façon simple. Il y a les low-tech contre les high-tech, tout ça. Enfin, on pourrait dire beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas quoi rajouter de plus, mais bon, pourquoi avons-nous besoin de ça alors qu'on pourrait vivre de façon beaucoup plus simple sans s'encombrer de tout ça, quoi. Voilà. Augmenter le PIB. Oui, j'ai une question. Bonsoir. À qui appartient le sous-sol ? Jusqu'à quelle profondeur peut-on creuser sans que ça déborde sur une frontière, une limite territoriale quelconque qui empêcherait l'exploitation d'une mine ? Si je ne me trompe pas, le sous-sol est un bien commun. Donc il nous appartient tous et à toutes. Ah bah si, en France, si. Peut-être si tu veux. Oui, vas-y. Ah, mais si, je peux répondre. Alors, pendant la Révolution, on a estimé que... Ah oui, le micro. Pendant la Révolution, pendant 3 ans, on a estimé que le sous-sol appartenait aux propriétaires du sol. Et le roi, après la Révolution, ça a changé, et à partir de la Restauration, c'est le roi qui est propriétaire, donc c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol. Mais ce n'est pas vrai dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, c'est le propriétaire du sol qui est propriétaire du sous-sol. Voilà. Et dans les pays que la France a colonisés, d'où viennent l'essentiel de nos matières premières, je pense qu'il faut quand même qu'on reparle de la colonisation, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on parle de néocolonialisme. On continue d'exploiter, et c'est pour ça que la France ne veut pas quitter l'Afrique de l'Ouest, qu'on continue à prélever de l'or, des tas de minerais dont on a besoin, au point que, par exemple, pour la Polynésie, on a fait des investigations dans le fond de la mer. Je vous signale que la Polynésie permet à la France d'être le 2e pays au monde en eau territoriale.
Et au fond des eaux territoriales polynésiennes, il y a des nodules métalliques. Alors on ne sait pas encore comment on va les récupérer, mais on les a identifiés. Et il y a des tas de tractations actuellement et de recherches sur l'exploitation de ces nodules métalliques dans le fond des mers. Bref, donc c'est à 50 ans que ça se joue, parce que entre le moment où on identifie la présence de ressources et où on est capable de les exploiter, il s'écoule un temps non négligeable. Par exemple, entre l'exploration et l'exploitation, il s'écoule du temps. Ça a été souligné tout à l'heure, il faut pour un projet minier, c'est entre 10 et 20 ans. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les sociétés d'exploration fonctionnent avec des fonds à risque. Il y a même un film qui est sorti sur cette question-là, dont j'ai oublié le titre parce que le film ne pose pas vraiment les problèmes, mais il s'est servi de cette histoire qui a coulé la bourse de Vancouver. Donc, pourquoi la bourse de Toronto a pris le pas? C'est parce que des capitaux à risque qui devaient se servir à l'exploration de mines d'or en Indonésie, en fait, il n'y avait pas de mine du tout. Il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'uranium, il n'y avait pas de métaux. Et ça a donné lieu à des fonds spéculatifs qui ont marché à Vancouver pendant tout un temps, et quand les gens se sont rendus compte que c'était du bidon, évidemment, d'une part, la bourse a coulé, mais même les entreprises aussi. L'exploitation, c'est complètement différent. Il faut un fric dingue. Ce sont de très grosses multinationales, solides, qui ont des financements et qui très, très lourds et qui ne sont pas du tout des capitaux à risque. C'est complètement différent. Donc ça, c'est important de le savoir. D'autre part, tout à l'heure, on a parlé de l'emploi. L'emploi des jeunes, parce que je pense qu'il faut savoir que les métaux critiques sont pour l'essentiel, les matières premières critiques viennent de nos anciennes colonies, viennent du tiers-monde pour aller vite, ou des pays du Sud, comme on dit maintenant. Les multinationales sont essentiellement canadiennes, ça a été dit tout à l'heure, canadiennes, états-uniennes, voilà, occidentales. Et sur la question de l'emploi, si les chefs de village acceptent qu'on leur prenne leurs terres, d'être déplacés, de sacrifier le village, comment ça s'appelle, le cimetière, c'est parce qu'on leur promet que leur garantie, leur manière de se projeter dans l'avenir, d'assurer l'avenir, c'est la terre et les cultures. Et on remplace ça par une promesse qui est « on va employer vos jeunes ». C'est l'emploi qui est le vecteur décisif pour lequel on arrive à obtenir l'autorisation et l'accord des titulaires des terres. Et en fait, quand on regarde de près, eh bien, les jeunes, ils sont employés, mais ils sont employés 1 mois par an. Ils sont employés, alors théoriquement c'est les locaux, mais c'est jamais les locaux, parce qu'à la capitale, il y a toujours des gens bien placés qui se débrouillent pour avoir des noms locaux et qui se débrouillent pour qu'eux sont employés. Enfin, l'emploi est une question fondamentale. Et je n'ai pas pu terminer sur l'eau, puisque j'ai le micro, je termine sur l'eau. C'est dans nos têtes qu'il faut changer les choses. Parce qu'on dit, on voudrait que l'État prenne des mesures, on voudrait, etc. C'est dans nos têtes que ça se passe. Parce que si on ne change pas la manière de voir, par exemple, alors, donc, j'ai pris l'exemple de l'eau, parce que je citais un collègue qui avait dit, les multinationales n'investiraient pas en Amérique latine, en Afrique et ailleurs pour prélever des minerais, s'ils devaient payer l'eau. Et je me suis fait taper j'ai reproduit ça, je me suis fait taper sur les doigts parce que les populations ne payaient pas l'eau.
Et payer l'eau, c'est une catastrophe de devoir payer l'eau. Donc, c'est bien dans nos têtes que ça se situe. Il faut donner la parole aux gens qui sont concernés par ce fameux débat public. C'est pas seulement en France qu'il faut un débat public, c'est sur l'ensemble de la planète. Eh bien oui, on est capable de leur piquer leurs ressources minières, en particulier au Congo, voilà, mais pas seulement. En Afrique de l'Ouest, il y en a plein. Mais ils n'ont pas voix au chapitre. C'est tout à fait essentiel. On va prendre une autre question. Bonsoir, c'est pas une question, en fait c'est une information, mais ça a été évoqué 2 fois, l'utilité ou pas de la CNDP, donc petit retour en France qui permet les consultations publiques, donc jamais 203, je me permets d'ajouter, histoire de boucler la boucle, ce serait dommage, donc un décret pour resituer le contexte est proposé pour modifier les catégories de projets soumis à consultation, en l'occurrence il s'agirait de supprimer les projets industriels, donc entre autres les mines, les giga-usines, etc. Juste pour dire que la bonne nouvelle, c'est que on peut mettre notre grain de sel en ce moment, comme l'a fait ce monsieur aujourd'hui, et jusqu'au 27 décembre. Et pour ça, vous allez vers le site consultation publique développement durable.gouv. Voilà, il y a plein de gens qui ont de quoi noter. Voilà, consultation publique, et ensuite vous allez trouver la proposition de décret, et il suffit de s'y opposer en écrivant 4 lignes. Voilà. Joyeux Noël. Pour noircir un peu le tableau, bon, les projets ils se font quand même, quoi. Bon. Donc peut-être marginalement, on arrive quand même, FNE arrive à arracher 2-3 victoires, sans doute, mais et heureusement qu'ils sont là pour les arracher, ces victoires, mais bon, à la fin, voilà, c'est ne pas que les projets qui vont se faire, quoi, de toute façon, d'une certaine manière. J'ai jamais vu, moi, un projet retoqué à l'issue de la CNDP, quoi. Mais peut-être que ça viendra. L'argument de la CNDP, c'est de dire qu'il y a plus de 60% des projets qui sont modifiés à la suite du débat public. Voilà. Modifiés après, dans quelle mesure, à quel point, ça se discute. Bonjour. Il y a la question de la CNDP. Moi, je voulais poser une question. Vous n'avez pas abordé la notion qui est aujourd'hui mise en avant par l'industrie minière, qui est la notion de mine responsable. Et je pense notamment à monsieur qui est ingénieur et à madame qui représente une organisation de défense de l'environnement, puisqu'on sait que dans ce type de labellisation, il y a une intervention des chercheurs et parfois même des organisations de défense de l'environnement. Je pense dans d'autres secteurs, par exemple, sur l'industrie du soja, où WWF avait beaucoup participé au processus de labellisation. Moi, je me suis intéressé à l'IRMA, notamment. Et par exemple, on peut voir que sur les 8 mines dans le monde que l'IRMA a fini le processus de certification, aucune n'a atteint la certification IRMA 100, qui est la seule certification viable, normalement, pour être qualifiée comme mine responsable. Pourtant, je prends notamment par exemple le cas d'Eramet, qui a 4-5 mines en certification, et notamment toutes quasiment actuellement en phase d'auto-évaluation. Eramet met en avant ces mines déjà comme des mines responsables dès le processus d'auto-évaluation. Alors comment, je pense pour la population notamment qui doit être bien informée, comment on contre ce processus qui aujourd'hui s'apparente vraiment à du greenwashing moderne et très très poussé dans sa manière d'être faite. Voilà. C'est pas une question pour un ingénieur, hein, c'est pas une question technique, c'est une question, ça relève des sciences sociales, je pense, sur la question de dire comment je peux jouer de l'image d'une labellisation que j'ai pas encore obtenue, je sais pas quoi dire. Alors déjà sur la question de ces certifications, nous on se fie encore une fois à l'avis de Systext, qui est de dire aujourd'hui qu'il n'y a aucune certification internationale qui remplace une bonne réglementation, parce qu'au final c'est vraiment la réglementation qui permet d'avoir un meilleur encadrement d'une mine, grosso modo. Donc c'est l'idée principale. Aujourd'hui on se rend compte que
Ces certifications internationales, elles sont souvent, déjà, elles sont pas obligatoires, elles sont pas contraignantes. Leurs données sur lesquelles elles s'appuient, elles se basent principalement sur les données issues du porteur de projet, donc il peut dire un peu tout ce qu'il veut, entre guillemets. Donc à partir de là, ça ne remplacera jamais une bonne réglementation plus stricte avec des bons contrôles et des sanctions associées au contrôle. Donc nous, c'est notre position là-dessus. Et puis... Justement, dans le cadre d'une autorisation de projet, face à un État qui, lui, on le sait aujourd'hui, il y a peu d'endroits dans le monde dans lesquels un État va prendre plus la parole d'une organisation de défense de l'environnement que celle d'un label qui parfois fait des processus complexes pour dire qu'il y a des certifications. Vous, comment vous luttez face à ça, justement ? Nous, alors déjà, on est une association nationale, donc forcément, on n'a pas forcément cette vision sur le reste du monde. J'imagine peut-être que dans certains pays où c'est plus compliqué d'un point de vue réglementation, ça peut peut-être permettre d'avoir on va dire une réglementation. Oui, non, pas une réglementation, mais on va dire une mine plus stricte dans sa manière de gérer le social et l'environnemental. T'as encore une question ? Oui. Attention, il ne faut pas parler sans micro. Vous avez entendu, je crois. D'abord, il faut qu'il y ait des états de droit. Ce n'est pas le cas partout. En capacité de faire appliquer le droit, ce n'est pas le cas partout. Qu'ils ne soient pas corrompus, ce n'est pas le cas partout. Donc, déjà, en faisant tout ça, tu colories la planisphère, il t'en reste pas beaucoup, quoi. Il reste l'Australie, le Canada, je sais pas, j'exagère un peu, mais et encore. Bon. Souhaiter, mais c'est très très compliqué à faire appliquer réellement sur le terrain, c'est sûr. Je voulais revenir sur le rôle de la CNDP. Bon, peut-être que c'est pas optimum, mais c'est quand même un outil de démocratie environnementale qui nous reste, et qui peut-être pas pour longtemps d'ailleurs. Et voilà. Et sinon, pour dire aussi qu'on a quand même des exemples de mobilisation citoyenne qui viennent aussi renforcer ces outils de démocratie locale. Je voudrais citer comme exemple, là, en Norvège, il y a eu tout un mouvement pour interdire l'exploration sous-marine. Et là, il y a une victoire qui vient d'être obtenue en Norvège par le parti, je ne sais plus quel parti norvégien, mais bon, qui a agi, relayé en France par Camille Etienne, voilà. Et puis peut-être que Victoire voulait aussi nous parler d'une mobilisation qui avait marché en Roumanie, pour finir un peu sur une application. Ouais, on en a parlé un peu au début. Oui. Isaline. Oui, je voulais peut-être aussi parler de Montagne d'Or. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour le coup, là, c'est quand même un bon exemple de l'utilité de la Commission nationale du débat public. Parce que pour le coup, pour remettre un peu les choses dans le contexte, c'est un projet, c'est une mine d'or, et ils avaient un projet d'extension de la mine. Et, en Guyane. En Guyane, exactement, donc en France. Et en fait, le débat public a notamment permis de révéler toutes les failles du projet d'extension. Et ça a aussi permis de mettre un peu l'accent sur l'avis des populations locales qui jusqu'ici étaient ignorées complètement par le projet. Donc pour le coup, là, ça a été très utile. Et donc nous, France Nature Environnement, on s'est notamment appuyé sur ça et sur les failles aussi du code minier pour porter le dossier et faire en sorte que la mine ne soit pas étendue. On est allé du coup jusqu'au Conseil d'État et on a gagné. Là, au final, on a eu encore une dernière décision le 26 novembre 2024. Je lis mes notes parce que c'est pas du tout un sujet que je maîtrise, mais où la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apporté un coup d'arrêt au projet de mine d'or, donc de Montagne d'Or, en reconnaissant la biodiversité exceptionnelle quand même du territoire, et que
la gravité des conséquences d'un accident dans l'exploitation de ces mines serait telle que un refus des prolongations sollicitées se justifiait. Donc au final, ils ont refusé de prolonger sur ce projet de montagne d'or. Donc c'est quand même positif, on se rend compte que parfois c'est utile. On s'arrête là, c'est la fin. C'est la fin. Je sais que... Voilà. En tout cas, on vous remercie. On remercie l'Académie du climat, nos partenaires, Reporters, Socialterre. Et on vous annonce que la prochaine conférence aura lieu le 16 janvier, qu'on y parlera de la santé des humains et la santé de la Terre, intimement liées, et de nous à l'intérieur des écosystèmes. À la prochaine fois, j'espère. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.